Bonjour à tous. On démarre cet après-midi avec une conférence sur le sujet de la place des femmes dans des filières de métiers où elles sont en minorité. Les mathématiques, les sciences, l'ingénierie ou encore le numérique pour nommer que ces secteurs. Il faut savoir qu'en France, près de la moitié des femmes sont concentrées dans seulement 10 des 87 familles professionnelles. Et cette absence de mixité prive les entreprises d'importants viviers et de candidates potentielles. Mais aujourd'hui, les lignes bougent petit à petit, peut-être lentement, mais elles bougent un tout petit peu. Donc pour parler de ce sujet, je serai entouré de Vitaline Gomez, qui est directrice marketing et communication à l'EPF, École d'ingénieurs, et Colette Guillopé, présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences. Alors Colette, je vais commencer avec vous. Vous êtes vous-même mathématicienne, donc vous avez un œil très pertinent sur la situation. Selon l'enquête des ingénieurs et scientifiques de France, on compte seulement 24% de femmes chez les ingénieurs. Et c'est un chiffre, ou du moins une proportion qu'on retrouve dans d'autres métiers scientifiques et mathématiques. Comment on explique ce chiffre qui est encore particulièrement bas ? Alors, c'est bien compliqué, hein. C'est ce qu'on appelle multifactoriel. Alors, déjà, il faut savoir que il faut faire des études scientifiques si on veut devenir ingénieur. Et à chaque palier, il y a un défaut de femmes et elles disparaissent peu à peu. Donc, en fait, ce sont des métiers extrêmement ouverts. Il y a plein de places. Il faut aller dedans. Alors, c'est évidemment facile à dire. Il faut faire des sciences, ça c'est sûr. Et il faut être motivé. Il faut aimer cela. Et il y a plein de choses à trouver et à apprendre et à découvrir dans les sciences. Voilà. Donc, multifactoriel. Plein de raisons. Donc, je peux revenir dessus. Justement, c'est un peu historique. Ça date pas d'hier. C'est quelque chose de très ancien. C'est très ancien. Bon, déjà, les femmes, ça fait tout juste 100 ans qu'elles ont, même pas tout à fait 100 ans, qu'elles ont le même baccalauréat que les garçons. Déjà. Avant, elles avaient un baccalauréat, un sous-baccalauréat. Et c'est en 1924 qu'il a été décidé que les femmes auraient le même baccalauréat que les hommes et que donc elles pourraient faire des études supérieures à l'université en France. Parce que sans ça, elles ne pouvaient pas. Seules les étrangères pouvaient faire des études à l'université en France, comme Marie Curie par exemple, qui ne pouvait pas faire d'études dans son pays parce que ce n'était pas ouvert aux femmes. Voilà. Et après, ça, peu à peu, les femmes sont rentrées dans tous les métiers, mais de façon, pas beaucoup, quoi, très peu. Déjà, il y avait l'accès dans les années 60. Tout le monde n'allait pas au lycée, et de loin. Alors, dans les années après 75, tout le monde va au lycée, mais ce qui était la prolongation de l'enseignement jusqu'à 16 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, tout le monde, garçons et filles, allaient arrêter leurs études à 14 ans, hein, point, et aller travailler. Presque tout le monde. Donc moi j'ai eu de la chance parce que même ayant fait mes études dans les années 70, j'ai pu aller au lycée, j'ai fait des études de mathématiques parce que vraiment il y avait que ça que j'aimais, c'était les mathématiques. Après il y a tout pour faire un monde, hein. Voilà. Et donc je ne sais pas si ça... Si, complètement. Et justement vous, Vitaline, vous qui êtes... Vous êtes en face du premier plan sélectif, à savoir dans une école, donc vous voyez déjà que les femmes sont peut-être moins nombreuses. Comment vous aussi vous expliquez cette proportion? Est-ce que les femmes se brident ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose de plus culturel qui a du mal à changer? Effectivement, on l'observe, mais je pense qu'avant tout, il y a le poids aussi des normes sociales et des stéréotypes de genre qui persistent encore. On entend encore trop souvent les garçons sont meilleurs en mathématiques, ces filières-là ne sont pas pour les filles. Donc naturellement, elles s'auto-censurent. Elles s'orientent vers des filières après le bac, plus orientées vers les sciences humaines, les filières littéraires, le Caire, alors qu'elles ont tout à fait leur place et elles obtiennent même des notes au baccalauréat qui leur permettraient en fait d'entrer assez facilement en école d'ingénieur et dans des filières scientifiques. Mais elles s'auto-censurent, tout simplement, et ça, ce sont des stéréotypes qui persistent. Et nous, on travaille, on essaie en tout cas au sein des écoles d'inviter les jeunes filles à postuler, à candidater aux examens, aux épreuves, en fait, parce qu'elles ont toute leur place, et on sait qu'elles peuvent s'épanouir pleinement dans les métiers, voilà, de l'ingénierie. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui les formations dont on parle semblent plus ouvertes? Est-ce que justement les portes de ces écoles sont, enfin du moins essayent, je parle de la vôtre, mais est-ce que d'autres écoles aussi font un travail d'information pour justement ramener plus de femmes dans leur rang?
Oui. Alors moi je suis directrice marketing et communication de l'EPF. L'EPF c'est l'acronyme de École Polytechnique Féminine. L'école a été créée en 1925 et à l'origine c'était la première formation pour les femmes ingénieures en France. Il n'y avait pas d'autres formations pour les femmes ingénieures. Donc il y a déjà l'historique, l'histoire qui parle pour nous. Oui, et Marie-Lise Paris a créé l'école et aujourd'hui on a encore un taux de femmes dans notre école qui est quand même supérieur à la moyenne de 35%. Donc on invite et on agit, on fait des ateliers pour inviter en tout cas les jeunes femmes à intégrer nos cursus et à intégrer l'école. Voilà. Et justement, vous Colette, est-ce que vous trouvez que le regard change, que les lignes bougent et de quelle façon? Est-ce que le regard change? Le regard change de la société, change tout le temps. Ce qui est beaucoup plus important maintenant qu'autrefois, ce sont les réseaux sociaux. C'est tout ce qui se dit dans les médias, la télévision, les camarades, même l'enseignement mixte, ça a énormément changé. Dans les classes de collège, par exemple, on voit très bien que les garçons sont d'un côté, les filles de l'autre, quoi. C'est un enseignement mixte, mais qui n'est pas mixte, quoi. Enfin, ils ont le même prof, mais ils sont l'un à côté de l'autre quand ils ne se rendent pas dedans. Voilà, donc ça change, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait plus de filles dans ces formations-là, ce qui est vraiment fort dommage, mais extrêmement dommage, parce qu'elles ont vraiment... les filles réussissent mieux au bac, hein, vous l'avez dit, et elles sont persuadées qu'elles sont moins bonnes et que c'est que les garçons qui sont bons. Alors que c'est absurde, hein. Les filles sont aussi bonnes, même meilleures que les garçons, et donc elles peuvent faire tout ce que les garçons font. Ça, c'est vraiment, si on dit ça, c'est pour les garçons, mais c'est pour les filles aussi, hein, vraiment. Hein, il ne faut pas écouter ce que dit la société, quoi. C'est vraiment pour les filles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour faciliter toute cette réintégration plus aisée et le fait effectivement de moins se brider? Il faudrait qu'à tous les niveaux de l'enseignement en particulier, il y ait des formations pour les enseignants, pour les accompagnants, pour les élèves, la formation à l'égalité filles-garçons, à l'égalité femmes-hommes. Ce serait extrêmement important, mais dès les toutes petites classes, hein, parce que ça commence extrêmement tôt, où on explique aux filles que c'est pas pour elles. Mais vraiment très très tôt, en CP, dès les premiers mois de CP, hop, tout de suite elles décrochent, soi-disant en maths. Enfin, c'est absurde, c'est vraiment absurde, quoi. On est dans un monde qui me paraît assez absurde. Et donc, vous avez fait la 6e, vous avez fait tout ça, et donc vous êtes aussi bonne que les garçons, meilleure que les garçons. Les résultats du bac sont meilleurs pour les garçons, les filles que pour les garçons, et dans les métiers scientifiques. Donc voilà, où est le problème? Franchement, hein, moi je ne vois pas où est le problème. Si, enfin, je sais qu'il y en a un, mais... Puis on a vu aussi des programmes se développer, hein, des associations comme Femmes et Mathématiques, Elles bougent, etc., interviennent aussi dans les classes, dans le secondaire, pour présenter des rôles modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles, et pour encourager les filles à se diriger en fait vers ces carrières scientifiques-là. Les résultats, je pense, les premiers résultats sont quand même assez probants, et je pense qu'il faut aller encore plus loin, comme vous le dites, commencer dès le plus jeune âge, et pas arriver dès au secondaire, mais dès le plus jeune âge, déconstruire tous ces stéréotypes de genre, parce que on essaie de réparer, en fait, je pense, des décennies, des siècles, en fait, où les femmes étaient invisibilisées, minorées, en fait, dans leur contribution à la recherche et à la science. Donc, ça prend du temps, mais on va y arriver. Voilà. Et justement, Vitaline, que diriez-vous à une jeune femme qui aujourd'hui hésite à rejoindre un cursus mathématique, scientifique, d'ingénieur? Qu'est-ce que vous diriez? Que les opportunités sont là. Il faut savoir que nous, dans nos écoles d'ingénieurs, les entreprises viennent nous voir pour nous dire on veut des ingénieurs, mais on veut des ingénieurs femmes. On veut des femmes. Donc, proposez-nous des profils en fait de jeunes diplômés femmes, parce que c'est ce qu'on recherche. Et l'employabilité, elle est là, parce que après une école d'ingénieur, vous êtes garanti d'avoir un emploi, et quand vous êtes une femme aussi, d'avoir un emploi, et dans des très belles entreprises, hein, que ce soit des grands groupes comme des plus petites entreprises ou des startups, vous pouvez pleinement vous épanouir et avoir aussi une belle progression de carrière, quoi. Ça, faut le savoir, parce que les places sont à prendre et vous êtes attendus. Et vous, Colette, qu'est-ce que vous diriez justement à cette jeune femme qui hésite? Ah non, moi je dirais foncez. Foncez, allez-y. Il y a de la place partout. Et ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport, même si vous souhaitez absolument prendre soin des autres, donc beaucoup de filles s'orientent vers les sciences, mais la biologie et la médecine. Et donc c'est bien.
Mais comme il y a vraiment beaucoup de filles, eh ben, il y a aussi des garçons, mais c'est très très difficile d'avoir un métier parce qu'il y a beaucoup trop de filles par rapport au nombre de métiers qui sont disponibles. Mais même en faisant des mathématiques, vous pouvez aller travailler en médecine. Hein, il y a des tas de choses, en faisant des mathématiques, de la physique. Hein, il y a des tas d'appareils, il y a des tas de mesures. Bon, en ce moment, on en a fait beaucoup au niveau de je sais pas, la pandémie que nous avons vécue. Il y a eu énormément d'études épidémiologiques, ça c'est des mathématiques. Et dans la médecine. Donc en fait, on prend soin des autres aussi. C'est pas parce qu'on est dans nos études abstraites mathématiciennes hein, qu'on ne prend pas aussi soin des autres. Hein. Donc il y a vraiment toutes sortes de métiers, hein, vous êtes bien d'accord. Et ce que je voudrais rajouter par rapport aux demandes des entreprises, hein, les études montrent que effectivement, si on est dans un milieu où il n'y a que des hommes, où il y a 90% d'hommes, etc., ça ne marche pas bien, quoi. Les entreprises, elles ont besoin de milieux mixtes, et c'est pour ça qu'elles recherchent des femmes. Et donc, les portes sont vraiment largement ouvertes. Et bon, voilà, quoi. Franchement, hein, allez-y. Alors, il y a une question de motivation, de goût aussi, hein, bien sûr. On ne force pas tout le monde à faire des maths ou à faire des sciences, ou à faire... Question de goût quand même, parce qu'il faut faire quelque chose qu'on aime, et on est motivé, alors il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Oui. La diversité des profils, effectivement, en entreprise, que ce soit diversité de genre, d'origine sociale ou ethnique, c'est un vrai facteur d'innovation, de productivité. Donc oui, j'insiste sur ce point-là, c'est aussi pour ça que les entreprises viennent nous voir, c'est qu'elles veulent de la diversité. Et justement, est-ce que être une femme en sortie d'études, aujourd'hui, en sortie de cursus, ça peut être une chance pour rejoindre une entreprise? Est-ce que c'est quelque chose où, justement, vous le disiez, est-ce que les entreprises recherchent peut-être plus de femmes? Est-ce que ça se traduit effectivement vraiment, même en termes de salaire? On sait que les salaires des femmes et des hommes ne sont pas toujours égaux. Est-ce que, justement, là aussi, ça change? Les choses changent, évoluent, l'écart tend à diminuer. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui on est dans une égalité salariale, hein, je pense que tout le monde le sait, mais ça tend à se diminuer. Et puis oui, les entreprises recherchent des femmes, elles viennent nous voir, on ouvre aussi nous des bourses. Donc les entreprises financent des fois les études pour les femmes spécifiquement, donc on a des bourses pour des femmes. On attribue également des financements pour des chaires. Donc oui, je pense que les opportunités sont là. Vous le voyez de la même manière, Colette? Complètement. Alors, il y a aussi un programme national qui a été annoncé par la Première ministre en cet été, là, qui s'appelle Tech pour toutes, et qui va accompagner, alors avec de l'argent, je n'ai pas bien compris combien d'argent, mais parce que l'État n'a pas d'argent, hein, vous le savez, avec de l'argent, va accompagner 10 000 jeunes femmes dans leurs études, à partir du lycée, leurs études et leur premier emploi professionnel dans le numérique. Hein, donc le numérique, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est l'informatique. C'est pas vraiment utiliser l'ordinateur, hein, parce que ça tout le monde l'utilise, hein, mais c'est faire des choses qui sont en lien avec l'ordinateur. Voilà, la programmation, je ne sais pas exactement, la sécurité, enfin il y a plein de métiers. Voilà. Et donc va accompagner ces jeunes femmes avec, disons, des marraines, sans doute un peu d'argent, j'espère, mais bon, voilà, je ne jurerai pas. Voilà, donc c'est vraiment mis de façon expérimentale, c'est mis en place de façon expérimentale maintenant, à partir des vacances de la Toussaint, là. Donc si ça intéresse quelqu'un, je peux donner des coordonnées, il va y avoir des groupes de travail sur Zoom, avec des lycéennes, je peux donner les coordonnées, et ça c'est pendant les vacances qui arrivent, là, les vacances de Toussaint. Et ce sera mis vraiment en place à la rentrée 2024. Mais c'est vraiment un accompagnement des jeunes filles et des jeunes femmes. Vous avez entendu parler, non? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas le détail de l'application. Voilà, moi, j'ai participé disons, mise en œuvre. Au groupe de travail, enfin tout ça depuis un mois, on fait que ça, et donc voilà. Et donc, mais moi, j'ai pas d'argent, hein. C'est pas moi qui ai l'argent, hein. D'accord. Et Vitaline, justement, on a évoqué l'arrivée sur le marché du travail. Hier, on parlait beaucoup de plafond de verre pour évoluer dans des entreprises, évoluer en termes de carrière. Est-ce que là aussi, les femmes aujourd'hui ont les mêmes chances d'évolution de carrière? Est-ce qu'elles peuvent faire mieux? Est-ce que là aussi, au-delà de la partie très formation, est-ce que dans le monde de l'entreprise, là aussi les lignes bougent?
les lignes bougent. Alors, elles bougent lentement, mais elles bougent. La progression de carrière est possible. L'écart salarial, comme je disais, tend à se diminuer aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va changer dans les années à venir. Et vous qui êtes là, les jeunes générations, vous avez la possibilité d'atteindre même des boards d'entreprise. Parce que l'autocensure dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'était aussi ça, c'était de se dire que il fut une époque où les femmes étaient minorées, leur contribution à la recherche était minorée, invisibilisée aussi. On leur refusait des prix, on leur refusait aussi une progression dans leur carrière en entreprise. C'est ce qui explique aussi qu'elles aient un peu fui les carrières scientifiques, mais les choses ont changé. Bien sûr, il y a un cadre légal qui implique que les entreprises sont incitées à avoir des femmes dans les boards, dans les conseils d'administration, etc. Donc, ça bouge. C'est lent, mais ça bouge. Donc oui, je pense, oui. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, bon, moi je travaille à l'université, donc je ne suis pas dans une entreprise. Mais ce que je sais, c'est qu'elles sont recrutées, les femmes, au même niveau que les hommes, et que assez vite, si on n'y fait pas attention, elles décrochent. Parce qu'elles sont moins offensives que les garçons, parce qu'on leur a appris à être sages à l'école, on va dire, et donc sages tout le temps. Elles sont un peu moins offensives que les garçons, elles ne vont pas chercher les augmentations de salaire, alors que les garçons vont les chercher tout de suite. Dès qu'ils arrivent, ils disent « Ah, quand est-ce que je progresse ?» Et donc, c'est des choses qu'elles doivent apprendre. Moi, plutôt que de parler d'autocensure, je parlerais plutôt que c'est la société qui les descend. Je pense que ce n'est pas de l'autocensure, c'est que la société ne fait pas grand-chose pour elles. Et donc, leur éducation, bon, etc. quoi. Donc, moi, je pense qu'on arrivera à travailler sur cette question de différence de salaire quand les femmes seront aussi offensives que les garçons et aussi que les entreprises seront aussi bienveillantes vis-à-vis des femmes et des hommes. Voilà, parce que si effectivement un homme va chercher Bon, il y a quelques hommes ici qui tombent peut-être dans les entreprises, hein, excusez-moi messieurs, mais quand ils vont chercher une augmentation de salaire, si on leur dit bon, attendez, voilà, vous venez d'arriver, vous avez aussi une collègue femme qui est arrivée en même temps, bon, on regarde ça tous ensemble, quoi. Et c'est pas comme ça que ça se passe, je pense, dans la plupart des entreprises, donc notamment dans les petites entreprises. La question du salaire est vraiment importante, c'est vrai. Et puis nous, dans beaucoup d'écoles, il y a des ateliers de négociation salariale à destination des femmes aussi pour leur apprendre les codes et leur apprendre comment négocier leur salaire. Parce que c'est un vrai sujet. Et comme vous le dites, effectivement, elles ont tendance à être moins offensives que les hommes dans les quêtes, dans la demande en fait, de rémunération et puis les négociations d'augmentation, etc. Donc, je pense que vraiment la responsabilité est aux deux, c'est-à-dire à l'entreprise et sans doute un peu à la femme, aux femmes, mais c'est aussi l'entreprise. Je pense que vraiment, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait que... Je veux dire, mais moi, je l'ai vu dans l'université, mes collègues, quand ils ont des témoignages, on fait des témoignages, pas moi personnellement, mais mes collègues me disent, mais moi, j'ai jamais eu à me battre, j'ai eu tout ce que je voulais comme ça tout de suite. Et pourquoi est-ce que nous, les femmes, on a besoin de se battre ? C'est tout de même assez incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette société où on demande aux femmes de se battre pour obtenir exactement ce que les hommes ont ? Et vous trouvez ça normal, vous ? mais justement, est-ce que... Alors vous l'avez dit, vous étiez dans le milieu universitaire, mais est-ce que vous avez été confronté à ça de manière indirecte ? Et est-ce que autour de vous, des femmes qui ont fait les mêmes cursus que vous, dans les mathématiques, les sciences, ont été confrontées à ça, et comment ça s'est vraiment traduit ? Et est-ce que vous voyez aujourd'hui une différence ? Bien sûr, bien sûr qu'on a toutes été confrontées à ça, toutes, sans exception. On nous dit, ah, vous n'êtes pas très nombreuses, alors vous avez droit à 0,02% de promotion. Et donc, évidemment, le 0,02, c'est comme 0, donc on n'a jamais de promotion, quoi. Hein, c'est jamais le moment de notre promotion. On est toujours deuxième ou troisième, c'est jamais le moment de notre promotion. C'est toujours des hommes. Non, mais c'est bien ce que je dis. L'entreprise est responsable. Et les femmes aussi, tout le monde. Enfin bon, bien sûr, mais c'est surtout l'entreprise. Et bien sûr qu'on a été confronté à ça. Et donc c'est comme ça qu'on explique les différences de salaire, en fait. On commence pareil, mais au bout du compte, au bout de 20 ans, on n'est pas du tout au même endroit. Pas seulement parce qu'on a des enfants. Hein. Des enfants, c'est quelques mois dans la vie. C'est pas... bon, maintenant, il y a des règles qui disent aussi que même si on est absent de quelques mois pour longue maladie, on doit aussi être promu comme les autres, quoi. Mais en fait, voilà, quoi. Et justement, Vitaline, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des cursus
que vous avez à l'EPF, comment ça se passe, comment on évolue, comment on apprend et comment justement on intègre un petit peu après ensuite des entreprises? Alors l'EPF, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On l'intègre sur la formation généraliste en post-bac via un concours qui s'appelle le concours Avenir. Et une fois qu'on intègre l'école, donc on arrive sur un cycle de licence de 3 ans avec une prépa intégrée de 2 années. C'est une école généraliste, donc il y a un certain équilibre entre les différentes matières que ce soit le numérique, la physique, les mathématiques, les sciences de l'ingénieur. Et à partir de la 3e année, on invite nos étudiants à mûrir un peu leur projet et à choisir ce qu'on appelle une majeure. Donc on a 9 majeures réparties sur nos écoles, parce que le PEF a 4 campus en France. Donc ce sont des majeures, on va de l'ingénierie santé, aéronautique et espace, ingénierie du numérique, data engineering, énergie et environnement. Voilà, donc on en a 9 majeures. Il n'y a pas de numerus clausus. Tout le monde peut intégrer la majeure qui l'intéresse, et les filles peuvent intégrer aussi la majeure qui les intéresse. Voilà, donc il y a très généraliste. Et justement, au moment de l'entrée sur le marché du travail, est-ce que, là je pense que c'est valable pour un homme ou une femme, mais est-ce que une personne qui sort de l'EPF ou de toute autre école, que ce soit ingénieur ou même mathématicien, est-ce qu'on trouve facilement un emploi ? Est-ce qu'on a une valeur sur le marché du travail? Est-ce qu'on est facilement employable? Oui, oui. Les taux d'employabilité sont très bons. Hein. Là, j'ai parlé de l'EPF, mais c'est le cas dans toutes les formations en ingénierie. Les diplômés obtiennent un emploi dans les 3 mois qui suivent la diplomation. Alors à l'EPF, on a 91,4% en fait de nos diplômés qui ont un emploi dans les 3 mois qui suivent la diplomation. Et on a plus de 50% de nos étudiants qui ont une offre d'emploi avant même d'être diplômés. Donc on a de très très bons taux d'employabilité. On sait qu'aujourd'hui il y a un véritable besoin d'ingénieurs. Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, a quand même un projet de loi qui s'appelle le projet de loi Industrie verte, qui invite les établissements de formation à former 10 000 à 15 000 ingénieurs de plus par an. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai effort à faire dans les écoles, dans les universités, pour former plus d'ingénieurs pour notre économie et pour les industries. Et on sait qu'il y a justement, Colette, des besoins de plus en plus de métiers techniques et scientifiques. Est-ce que vous pensez que le changement peut arriver? Est-ce que au moins toutes les planètes sont mieux alignées qu'avant? Ah ben oui, moi je pense que c'est beaucoup mieux aligné qu'avant. Plus en plus, ce que je voudrais dire, c'est que les femmes vont être extrêmement rares avec la dernière réforme du lycée, des filières, la suppression des filières et le fait que les mathématiques soient devenues facultatives en classe de première. Alors maintenant, ça a été rétabli un tout petit peu, hein, mais c'était devenu facultatif. Il y a beaucoup moins de filles qui ont pris les maths, qui donc vont avoir de grandes difficultés à retrouver les sciences. Hein, on pourra les reformer, etc., mais ça va être beaucoup plus dur. Hein. Et donc, en fait, les femmes vont être vraiment des produits extrêmement rares. Enfin, produits, excusez-moi, hein, des êtres humains très rares. Pas des produits, hein, quand même. Et donc, vraiment, toutes les chances, oui, bien sûr. Et vraiment, il y a des besoins énormes, en particulier dans le numérique. Hein, donc, des études de maths, du numérique, des études de physique, du numérique. Bon, en particulier, l'informatique est partout. Hein, vraiment partout dans votre téléphone, mais vraiment partout, hein, partout. Donc, il y a des besoins énormes. Et bon, l'industrie verte que vous avez signalée aussi, enfin, il y a partout des besoins. Et donc, vraiment... Hein, il y a vraiment des tas d'opportunités et je pense que ça va être, entre guillemets, très facile de trouver l'école de son choix, la formation de son choix, le travail de son choix. On va avoir du choix, hein, vraiment. Hein, donc pour toutes les filles, les femmes et les hommes d'ailleurs, hein, tout le monde. Pas seulement les filles, hein, mais les filles aussi. Et vraiment, je pense qu'il faut foncer. Être motivé, hein, ça c'est sûr, il faut aimer. Il faut quand même aimer. Hein, si on n'aime pas, bon, c'est plus dur. Et justement, vous êtes présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences. Quel est l'intérêt de ces associations et qu'est-ce que vous faites pour justement aider et pour que les choses bougent? Oui, alors on aide les jeunes femmes. On fait du mentorat pour les jeunes femmes, celles qui travaillent à l'université déjà, quand elles sont doctorantes ou post-doctorantes. Mais on fait aussi des interventions dans les écoles, même dans les écoles, dès les écoles primaires, le lycée, les collèges. Alors, il faut savoir qu'une tranche d'âge, c'est 700 000 enfants, donc ça fait quand même 350 000 filles. Donc, avant qu'on ait fait des interventions devant toutes les filles,
il faudrait vraiment beaucoup de monde. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est un peu un petit travail de fourmi. On est une trentaine, quarantaine, cinquantaine à intervenir, centaine toute la France, hein, mais pas du tout ce qu'il faut pour 750 000 enfants. Bon, on entretient un site web, on produit des documents. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Hein, allez voir si vous trouvez des choses qui vous intéressent. Il y a des portraits de femmes scientifiques, des petites vidéos sur le site web de Femmes et Sciences. Vous pouvez devenir membre de Femmes et Sciences si vous voulez. On est très ouvert. Vous êtes prêts à aider. On peut faire des tas de choses. Hein, mais voilà. Donc les interventions, c'est seulement des femmes. Mais tout le reste, ça peut être des hommes et des femmes. Il n'y a que les interventions devant les filles parce qu'on veut montrer des exemples de parcours et montrer que ce n'est pas que les garçons. Hein, mais voilà. Alors, on va passer un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions à adresser soit à Colette, soit à Vitaline, j'ai le micro. S'il n'y a pas de questions, après on peut, enfin Vitaline et Colette seront disponibles. Oui, bonjour. J'ai une question. Ma fille est partie parce qu'il y a un atelier à côté. Je l'entends souvent dire « j'ai pas l'intuition mathématique ». Donc elle est en terminale, mathématiques spéciales, maths expert et physique. Et elle me dit les garçons ont réussi mieux parce qu'eux, ils ont l'intuition mathématique. Donc je voudrais vous poser la question, c'est quoi l'intuition mathématique? Est-ce que finalement, quand on se sent un peu bûcheur, mais on se dit il faut avoir l'intuition mathématique pour faire des maths, est-ce qu'on peut envisager des professions scientifiques quand on est juste travailleur avec des annales, etc., pour avancer? Alors, l'intuition mathématique, écoutez, c'est comme la bosse des mathématiques. Vous savez que ça existe, la bosse des mathématiques, à votre avis? Est-ce que ça existe? Alors, sondage. Alors, je vois des noms. Qu'est-ce qui pense que ça existe? Vous n'allez pas oser? Non. Non, ça n'existe pas. L'intuition mathématique, alors en fait, c'est un peu pas tout à fait pareil, mais presque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se forge à force de faire des exercices. En fait, ça ne vient pas tout seul. C'est comme quand quelqu'un fait un musicien, un pianiste, qui fait beaucoup de gammes, qui fait beaucoup d'exercices. Eh bien, il a ses réseaux de neurones dans la tête qui s'arrangent d'une certaine façon. Eh bien, c'est pareil pour tout exercice de n'importe quoi. Si vous faites suffisamment de mathématiques, vos neurones vont vous donner ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intuition mathématique. Parce que franchement, alors là, c'est vraiment une idée reçue, c'est-à-dire que les garçons, ils auraient ça, la science infuse, n'est-ce pas? Et les filles ne l'auraient pas. C'est faux, ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'accord? Et donc, effectivement, les garçons, même ceux qui disent qu'ils ne travaillent pas, alors moi je ne les connais pas tous, mais on voit des garçons qui disent qu'ils ne font rien, jamais, jamais, mais vous n'en faites pas, chez eux, ils font. Donc, ça n'existe pas. Donc, par contre, ce qui existe, c'est effectivement de faire des mathématiques, c'est-à-dire des exercices, et de les faire de manière un petit peu répétitive, comme quand vous faites des gammes pour devenir musicien. D'accord? C'est pareil. Et alors là, ça forge l'intuition. Après ça, vous dites, ça, je l'ai déjà vu. Ça y est, j'ai l'intuition. Je l'ai déjà vu, donc je le refais, c'est pareil. Vous comprenez? Si vous en faites qu'un de temps en temps, c'est sûr que... mais il n'y a pas de science innée. Il y a du travail, c'est tout. Pour tout, il y a du travail. Vous avez le même point de vue, Vitaline? Non, je partage entièrement le point de vue de Colette. Je pense qu'effectivement, c'est le travail. Répéter les travails, les exercices permettent, en fait, on acquiert des automatismes et on a l'impression, effectivement, d'avoir cette intuition, mais en réalité, c'est juste la répétition qui facilite le travail. Et vos neurones, et c'est vraiment, vos neurones se font. Je veux dire, c'est pas seulement une vue de l'esprit, le cas de le dire. C'est que les neurones vont effectivement suivre des chemins différents. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Et c'est super important, même quand vous avez eu, entre guillemets, un AVC. Alors ça, c'est pour des gens un peu plus avancés, c'est pas des gens jeunes, en général quand même. Eh bien, la plasticité du cerveau permet, vos neurones vont aller un petit peu autour de là où c'est un peu endommagé pour retrouver ce qu'il faut pour vivre normalement. Donc vraiment, pour 10 travaux de fille, moi je peux la prendre en entretien toute seule si vous voulez. Et si vous êtes intéressé, je la prends en entretien toute seule. Enfin ici, aujourd'hui, je ne sais pas où vous habitez, mais bon, je ne donne pas des cours de maths, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, dans ce cas-là, Vitaline et Colette sont disponibles de manière plus personnelle juste ici pendant quelques minutes. Et merci à tous.